Bien, dans un instant, la table ronde sur les données, mais avant cela, je vais demander à Samuel Tual, le PDG d'Actuel, de venir nous dire quelques mots. Actual, groupe, Actual Leader Group, groupe spécialisé dans le travail intérimaire, que connaissent bien évidemment, que connaissent bien les Lavallois. Bienvenue Samuel, micro. Euh, Voilà, je voulais, Samuel, que vous veniez nous dire juste quelques mots avant les échanges de la prochaine table ronde, parce que euh, vous avez répondu évidemment, comme les collectivités, tout de suite présent pour soutenir les assises de l'éthique. Euh, et je voudrais vous entendre pour savoir pourquoi vous avez voulu soutenir cette première édition. Merci de m'accueillir, je suis très heureux d'être là. On m'a mis un petit peu la pression en arrivant parce qu'on m'a dit on a passé une journée incroyable, le niveau des intervenants était de très grande qualité. Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir rajouter aux propos qui ont été tenus depuis ce matin. Donc ceci étant dit, effectivement, quand j'ai pris connaissance de cette initiative, ça m'a paru assez naturel de m'associer à l'événement, tellement que je trouve la thématique intéressante et surtout d'actualité. L'éthique aujourd'hui, alors évidemment, mon prisme patronal fait que le sujet est plutôt de l'éthique dans les affaires, mais je trouve que depuis de nombreuses années maintenant, le sujet progresse. J'ai l'impression que les affaires se font de façon de plus en plus transparente, avec une dimension éthique de plus en plus marquée. Il y a des prises de conscience dans de nombreux domaines. Pour tout vous dire, ce matin, j'étais à l'Assemblée générale du MEDEF au niveau national. Et finalement, j'ai pensé à vous pendant l'Assemblée parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués ce matin qui sont, de mon point de vue, du domaine de l'éthique. On a parlé évidemment de RSE, c'est un peu à la mode, de la croissance responsable, de la mixité dans l'entreprise, la part des femmes dans l'entreprise, etc. Et tout ça, finalement, ce sont des sujets qui progressent avec le temps et j'ai l'impression que les choses se font de façon assez naturellement de plus en plus éthique, alors à condition bien sûr de bien définir ce qu'on met derrière ce mot et puis à quel étalon, comment on étalonne le sujet, parce que suivant les origines des uns des autres, enfin, dans tous les pays, on n'a pas forcément évidemment les mêmes notions de l'éthique. Et puis un autre sujet qui m'a marqué ce matin, c'est que on a parlé d'un sujet d'actualité, on a parlé évidemment des sujets de la pandémie et puis de cette quatrième vague qui nous arrive. Et je me disais que j'aimerais pas être à la place de nos gouvernants aujourd'hui parce qu'ils vont être amenés à prendre une décision. Je ne sais pas d'ailleurs quelle nature elle va être, mais le sujet, vous l'avez compris, hein, c'est ce variant indien qui va se diffuser en France avec Galope, une oui. répétition très, très rapide. Donc le R4-5 au niveau diffusion, ce qui fait que mathématiquement, dans 4-5 semaines, on va se retrouver dans une situation très critique. Et donc, évidemment, la population la plus fragile, notamment les seniors, qui n'auront pas été vaccinés, vont de nouveau entraîner une saturation de nos capacités hospitalières. Et donc là, la décision qu'il faut prendre, qui devrait être prise, c'est de rendre obligatoire la vaccination pour les plus de 65 ans. Si on est très froid, c'est ça qu'il faut prendre comme décision. Éthiquement, est-ce que le président peut rendre obligatoire une vaccination sur une classe d'âge, en sachant en plus que le vaccin est encore en phase expérimentale, puisque les scientifiques concluront leur expérimentation à grandeur nature en 2023. Et donc, voilà, là c'est un sujet évidemment qui est politique, mais qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision dans ce type de situation? J'avoue que je n'aimerais pas être à sa place, mais il va falloir qu'il se décide d'une façon ou d'une autre. Alors, on revient aux assises de l'éthique. Juste une question, puis je vous libère, Samuel. L'éthique et l'innovation au service de l'emploi, notamment de l'emploi des intérimaires, ça se traduit comment en quelques mots? Nous, on est traversé évidemment par un mouvement en lien avec le numérique et le digital. Là, on a une activité, l'intermédiation sur le marché du travail se digitalise de plus en plus. Et donc, ce sont des outils qui sont juste extraordinaires, fabuleux, qui nous permettent de toucher un nombre plus grand de publics et qui raccourcissent aussi les temps de prise de décision. Donc, il y a un sujet de temps lié
à cet outil, temporalité. Donc on se rapproche d'un côté, et ça nous permet de l'autre côté de passer un temps plus long sur la relation interpersonnelle, sur la proximité, qui est importante quand on parle de questions d'emploi et de projets professionnels. Et là, ça nous permet de supprimer des tâches administratives ou qui sont sans valeur ajoutée au profit du contact humain. Donc nous, on a pris une posture au niveau du groupe Actual Leader sur un positionnement physique et digital, mais typiquement, associé un petit peu avec de l'intelligence artificielle, on peut faire de très belles choses au service de l'individu et de son projet professionnel. Donc c'est un progrès qui est utile. Merci beaucoup Samuel Tuel d'être venu nous dire quelques Merci mots. Actual Leader, groupe partenaire des Assises nationales éthique et technologie du futur. Alors, connaître l'histoire, c'est éviter de la subir. Les nouvelles technologies ont créé un monde de la donnée qui permet désormais de conserver pour l'éternité, ou presque, nos vies privées, professionnelles. Alors, est-ce une avancée? Doit-on tout conserver au risque peut-être de vivre dans le passé? Nous sommes entrés dans l'ère de la donnée, de la transparence absolue, avec ses aspects positifs, mais aussi son côté un peu plus obscur. C'est une table ronde avec donc Jean-Christophe Cassel, professeur à l'université de Strasbourg, spécialiste de la mémoire. Bienvenue monsieur. Oui. Alors on va mettre une personne ici et deux personnes là. Guilhem Causse, jésuite, docteur en philosophie. Bienvenue monsieur Causse. Alors je vous propose de vous asseoir ici. En visio, nous aurons Owen Simonin, le PDG de Just Mining, et puis en présentiel, Emmanuel Bermès, adjointe au directeur des services et des réseaux de la BNF. Bienvenue, madame. Voilà, et pour modérer cette table ronde, la dernière de la journée, Laurent Beignet, rédacteur en chef de 20 minutes. Merci, Laurent, bravo. Bonjour à tous, bonjour à vous aussi qui me faites l'amitié d'être sur ce plateau aujourd'hui. Alors on a 1 heure. On a 1 heure tous ensemble, on a plein de belles choses à se dire. Et moi je vais rajouter un petit défi, j'aimerais que les gens partent d'ici en se rappelant particulièrement de cette table ronde. Et il y a eu de la concurrence pour ceux qui étaient là depuis ce matin. Du coup, je discutais avec vous, Jean-Christophe Cassel. Vous êtes un grand spécialiste de la plasticité cérébrale, de la mémoire, et on discutait de choses beaucoup plus triviales tout à l'heure sur le patio. Et vous me racontiez comment, quand vous étiez petit, on vous tirait par l'oreille, on vous tapait avec une règle sur les doigts, on vous jetait une éponge mouillée sur la tête. Et je me suis dit 2 choses. La première, c'est que vous deviez être sacrément turbulent. Et puis la deuxième, c'est que vous vous rappeliez très bien de votre enfance, et moi, je ne savais plus où j'avais mis mon masque. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer cette conférence comme ça. Comment ça marche le cerveau? Comment il choisit ce qu'il garde et ce qu'il oublie? Alors, vous me permettrez peut-être de commencer par vous répondre. Vous avez vu le biais, je ne sais pas si vous avez perçu. Il a déduit de ce que je lui ai raconté tout à l'heure que j'étais forcément mauvais élève et turbulent. Mais il n'a pas du tout, à aucun moment, remis en question la possibilité que l'enseignant pouvait être un sadique. À aucun moment. Alors, vous voyez, le cerveau, ça marche un peu comme ça. Ça fait attention à certaines choses. Ça va retenir une partie des choses à quoi ça fait attention et ça va évincer le reste. Ça, c'est un cerveau qui fonctionne normalement. Nous avons un certain nombre de choses qui nous intéressent. Nous allons nous focaliser sur ces choses-là et de cela, nous allons retenir ce qui, dans la situation que nous vivons, va nous sembler intéressant. Et si, dans la suite, ceci n'est pas réactivé, eh bien, on va l'oublier. Ou la trace va perdre de sa force et sera éventuellement plus facile à réactiver un peu plus tard. Mais si effectivement on n'y revient pas, dans la plupart des compartiments de nos mémoires, ça va s'affaiblir et disparaître. Il y en a un où ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais on pourra peut-être en parler un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique, celle où nous retenons les faits qui nous concernent, nous personnellement, où nous sommes conscients d'avoir été individus, acteurs dans ces faits-là, et où nous avons la capacité de les
localiser, de les contextualiser à la fois sur le plan spatial et sur le plan temporel. Vous parliez de traces, concrètement c'est quoi ces traces? C'est des connexions? Alors la trace mnésique, je vais botter en touche et puis je vais revenir directement sur le terrain. La trace mnésique, c'est ce qu'on appelle l'engramme. Donc je vais changer de terme, là je botte en touche. Et l'engramme, c'est une terminologie qu'on doit à un physiologiste du début du XXe siècle qui s'appelait Richard Semon et qui était convaincu qu'une trace mnésique, ça ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas un support biologique. Il fallait que cette trace puisse reposer sur un support biologique. Et donc, il a conçu ce concept d'engramme. L'engramme, c'est le substrat biologique de la trace mnésique. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. La vision qu'on a aujourd'hui en tant que neurobiologiste de cette trace mnésique, c'est que c'est un réseau de neurones qui aura vu un certain nombre de ces éléments se coactiver du fait de l'expérience dans laquelle l'individu était engagé, et qui, de ce fait-là, va renforcer avec toute une série de mécanismes moléculaires dont je vous épargne la complexité, va renforcer ces points d'interconnexion pour garder une facilitation d'activation de manière durable. Et à chaque fois que ce réseau sera activé, on peut imaginer que surviendra dans notre conscience le souvenir qu'il porte. Guillaume Causse, je me tourne vers vous parce que vous êtes un docteur en philosophie, on l'a dit. Les civilisations, dans leur grande sagesse, la société, dans sa grande sagesse, a mimé le comportement du cerveau. C'est comme ça aussi qu'on décide de ce qu'on garde et de ce qu'on oublie? Alors le rapport va se faire, je l'espère, petit à petit, mais de fait, il y a des convergences. Je vais reprendre là les travaux de l'anthropologue Leroi-Gourhan. Et j'ai trouvé cette phrase que je trouve qui convient tout à fait à notre sujet. Il cherche par quelle voie matérielle s'est lentement construit le système qui assure à la société la conservation permanente des produits de la pensée individuelle et collective. Et en cherchant ça comme anthropologue, il a trouvé les plus anciennes traces de cette manière dont l'homme a cherché à conserver les traces de sa production. Ce sont des traces qui datent de 35 000 ans avant notre ère, qui sont des séries de traits gravés dans la roche, qui sont des incises à plus ou moins grande distance les unes des autres. Alors la difficulté, c'est de savoir à quoi ça servait. Et il se trouve qu'en Australie, on a des pratiques qui nous permettent de comprendre que c'était un officiant qui scandait des histoires. Alors on peut penser aussi à Homère ou à d'autres. Et ces traces permettaient de rythmer le récit et étaient comme certainement des aides-mémoires. Ça m'amène à un rapprochement, c'est-à-dire que garder les traces, c'est garder sculpter des éléments dans la roche, et plus tard des textes, et aujourd'hui des données, et aussi être capable de réactualiser sans arrêt l'interprétation. C'est-à-dire qu'il faut sans arrêt quelqu'un pour venir raconter en s'appuyant. Les deux vont ensemble, et on ne peut pas penser garder des choses écrites sans aussi travailler sur la question de l'interprétation de ces données. Voilà, les deux sont liés. De manière très concrète, ça se traduit assez rapidement par deux structures que vous détaillez quand on s'est parlé un petit peu en amont. La société, les sociétés ont toujours construit deux types de structures pour conserver des choses, des silos et des bibliothèques. Voilà, ça c'est l'histoire que raconte Leroi-Gourhan sur la création de nos sociétés, qui commence par la création des villes. Et les villes tournent autour de deux pôles, qui sont deux tours, le silo à grains et la tour pour conserver les manuscrits. Et ça rejoint des réflexions d'une philosophe plus contemporaine, qui est Hannah Arendt, sur les différentes temporalités qui sont liées à ces réalités. Depuis des temporalités très courtes, le silo à grains, c'est pour le consommable. Et en même temps, on a besoin du consommable en permanence. Aujourd'hui, on parle d'énergie renouvelable, voilà. Et à l'autre extrême, il y a ce qu'elle appelle les œuvres. Ce sont des choses qu'on voudrait garder pour toujours. Et là,
pour moi, un des grands exemples de ça, c'est l'incendie de Notre-Dame. Tout d'un coup, une sidération, quelque chose qu'on pensait être là pour toujours, plus ou moins, mais quand même, ça fait 900 ans, et la réaction qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on reconstruit. Voilà. Donc notre société est fondée sur cette polarité, en fait, cette tension entre conserver des choses à temps très bref, consommables, et des choses à temps très long, sachant que la médiation entre les deux, c'est de l'ordre de la temporalité politique, de ce qui se joue dans la construction d'un État, d'une société, d'un contrat social, qui va combiner ces deux types de temporalité. Je suis obligé de me tourner vers Emmanuel Bermès. Vous parlez de 2 tours au milieu de la ville. Moi, j'en vois 4, celle de la BNF, le long de la Seine. Vous y travaillez depuis une quinzaine d'années, je crois. Vous êtes diplômé des chartes. Vous êtes experte de la patrimonialisation numérique. Je savais que je ne l'aurais pas. On en reparlera tout à l'heure. Mais la BNF, c'est un peu des experts en conservation. Vous gardez tout, vous ? Alors c'est une excellente question. Est-ce qu'on garde vraiment tout ? On a une mission qui est le dépôt légal, qui existe depuis 1537, qui est une mission de conservation des publications. Donc on ne garde pas tous les artefacts humains. On pourrait garder d'autres choses, des stylos, des mobylettes, des ordinateurs. On garde des publications, c'est-à-dire qu'on garde une trace en fait. Pourquoi on a choisi le livre, l'imprimé, puis les périodiques, les journaux, et ensuite d'autres types de publications qui ont été les publications audiovisuelles, la musique, les films. Pourquoi on veut garder tous ces publications-là ? Probablement parce qu'elles permettent de capturer la pensée humaine mieux que d'autres artefacts. En tout cas, c'est une supposition. Ce sont peut-être les engrammes de la pensée humaine, mais matérialisés dans des objets que sont les livres. Et aujourd'hui, depuis le début des années 2000, en fait, cette conservation de la publication nous oblige à nous poser la question de la conservation du numérique, la question de la conservation de la donnée, puisqu'on a de plus en plus de publications qui se déplacent du monde strictement matériel pour aller vers le monde virtuel ou le monde numérique. Donc on a aussi une mission d'archivage de l'Internet qui nous a été confiée conjointement avec l'INA par une loi de 2006. Et là, évidemment, encore plus qu'avec les publications, parce que déjà, les publications, c'est une tâche dantesque de vouloir tout garder. Si je ne parle que du livre, depuis plusieurs années, on tourne autour de 80 000 publications qui entrent chaque année à la Bibliothèque nationale de France. Et ce n'est que le domaine français, et ce n'est que ce qu'on considère véritablement comme des publications monographiques. Donc, dès lors qu'on étend au numérique, on se trouve face à des masses qui sont encore plus importantes. C'est ça, vous gardez des DVD, vous gardez des tweets, vous gardez... Alors, qu'est-ce que vous gardez, en fait ? Eh bien, dans l'esprit du dépôt légal, qui est non pas de tout garder, mais d'essayer d'avoir une représentativité, en fait, de ce qu'est la publication, ce que sont l'ensemble des publications de la nation à un moment donné, on garde ce qu'on appelle des captures de l'Internet, des espèces de photographies, qui peuvent être plus ou moins profondes et qui permettent soit d'avoir une continuité des collections. Donc vous avez par exemple, je ne sais pas, une revue scientifique ou un titre de presse qui a toujours été publié sous forme papier et puis qui passe sous forme numérique ou qui a une forme numérique en plus de sa forme papier. Eh bien, on va garder évidemment cette forme numérique. Mais c'est aussi être représentatif de toute la diversité de nouveaux types de publications qui éclosent sur Internet. Par exemple, le journal intime. Quand quelqu'un écrit son journal intime dans un petit carnet, en fait, ça n'est pas une publication puisqu'a priori, il le garde pour lui. S'il écrit un blog sur Internet, il fait acte de publication. Il n'en a pas forcément conscience. Mais nous, on va documenter ça. On a par exemple un parcours guidé dans les journaux intimes d'écrivains, écrire la vie de l'intime à travers Internet. Donc des journaux d'écrivains, ça paraît aussi assez légitime. On a aussi des matériaux moins légitimes. Par exemple, à la grande époque des skyblogs, on a capturé un certain nombre de skyblogs pour être aussi représentatif d'un phénomène qui est certainement très important à documenter pour les historiens de demain quand ils voudront étudier ce que ça a été d'être adolescent dans les années 2000, par exemple. Carrément. Je vois à peu près comment on peut aujourd'hui, en tout cas, conserver un skyblog, mais comment on fait pour conserver un jeu vidéo ?
on garde la console qui va avec, on s'assure qu'elle marche tous les jours, il y a quelqu'un qui l'allume et qui fait une partie. C'est comment, ça se passe comment la conservation numérique? Alors la conservation numérique, c'est évidemment un gros défi puisque on est face à des matériaux qui sont extrêmement volatiles. À la fois le support est volatile, mais aussi le terminal de lecture, les ordinateurs, les logiciels, tout ça change continuellement. Et donc on est face à un matériau qu'il faut constamment rafraîchir. Donc en fait, je ne sais pas si on peut considérer qu'on préserve le numérique. Disons plutôt qu'on en pérennise l'accès. Donc on s'assure qu'on puisse continuer à accéder à ces matériaux, soit en émulant, c'est-à-dire en reproduisant virtuellement les environnements d'origine, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans le domaine du jeu vidéo par exemple, soit en rafraîchissant continuellement les supports. Et donc on ne conserve pas ces documents dans leur matérialité, mais on les conserve virtuellement en leur redonnant régulièrement une nouvelle jeunesse, en les recopiant sur des nouveaux supports. Ça, c'est la magie du numérique et ça nous rapproche de formes de patrimonialisation qui sont plus présentes dans l'Orient, par exemple au Japon, où on reconstruit intégralement les temples tous les 20 ans. Et c'est cette reconstruction qui est considérée comme un patrimoine. Alors, je ne sais pas si vous avez gardé trace des serveurs Minecraft d'Owen que je vois sur l'écran en face de moi. En tout cas, vous avez sans doute des traces de ces vidéos. Owen Simonin, pour ceux qui ne le connaissent pas, dirige Just Mining, qui est une entreprise spécialisée dans la gestion des crypto-monnaies. C'est un raccourci, mais on va dire que j'en suis pas très loin. Et c'est aussi un influenceur très connu sous le nom de Asher, vidéaste, grand expert de la blockchain. C'est pas moi qui le dis, ce sont les 350 000 personnes qui suivent vos vidéos sur YouTube. Vous en avez entendu parler, Owen, de technologie avec Emmanuel juste avant vous, et de cette pérennité. En quelques mots, la grande nouveauté qu'a apporté en 2008 la blockchain, ou peut-être avant, vous allez me le dire, autour de cette pérennité, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots? Alors, la blockchain est une très jeune technologie qui aujourd'hui a encore beaucoup de preuves à fournir. C'est-à-dire que la technologie est exceptionnelle, on peut faire énormément de choses. Certains parlent d'évolution, d'autres de révolution. La réalité repose plutôt entre les deux. Certains projets qui utilisent la blockchain permettent de faire évoluer des solutions qui existent déjà. Et d'autres usages de la blockchain sont de vraies révolutions et permettent d'apporter des solutions à des problèmes qui n'en avaient pas jusqu'alors. En attendant, la technologie de la blockchain va innover sur deux axes. C'est la façon dont on va sécuriser cette information et dont on va la maîtriser, aussi bien celui qui va écrire des informations dans la blockchain que celui qui va les consulter, mais également la façon dont cette information va se développer et va se transmettre au fil du temps et la façon dont elle va être enregistrée. Donc, on va indirectement agir sur les points les plus importants de la connaissance, c'est-à-dire sa transmission, la façon dont la connaissance va communiquer entre elles, que ce soit les algorithmes qui vont eux-mêmes communiquer entre eux ou alors les gens qui vont communiquer avec la blockchain, donc ce fameux dialogue entre l'humain et la connaissance qui va être numérisée finalement, mais également la façon dont cette donnée va être enregistrée, va être chiffrée, donc protégée, et va être conservée au fil du temps. C'est vraiment sur ces axes-là que la blockchain est en train de commencer à montrer son potentiel et tout aussi bien protéger de l'information que la rendre accessible, voire même permettre à l'algorithme blockchain d'exécuter vos dernières volontés. Si un jour vous n'êtes plus là pour répondre, eh bien la blockchain pourrait suivre un protocole et des règles que vous lui avez confiées finalement et en quelque sorte exécuter vos dernières volontés en transmettant, en protégeant, en effaçant, voire en rendant public au plus grand nombre des informations, des constats que vous avez faits durant votre vivant. Je fais un gros raccourci. Effectivement, ces dernières évolutions dont vous parliez, on en discutera sans doute tout à l'heure. Mais si on fait un petit pas en arrière, est-ce qu'on peut dire que la blockchain transforme de l'énergie en mémoire? Et pourquoi, si c'est le cas? Alors, on peut dire dans certaines blockchains que la blockchain va transformer de l'énergie en mémoire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a vraiment différents types de blockchain. Les gens assimilent beaucoup la blockchain à la crypto-monnaie, parce que c'est vrai que la crypto-monnaie et la cryptographie en général va utiliser très souvent la technologie de la blockchain, mais pas que. Il y a des blockchains qui sont faites exprès pour conserver de l'information. Elles ont été créées ainsi. Un nom qui me vient en tête, c'est la blockchain Aleph, qui est dirigée par un projet français d'ailleurs. Eh bien, cette entreprise-là, l'objectif de cette blockchain, c'est de relier un réseau de capacités informatiques, donc de la puissance hardware, de la puissance machine, qui a pour rôle de stocker de l'information
et de fournir de l'information à tout plein d'autres blockchains. Ces autres blockchains qui, elles, peuvent être créées pour communiquer, pour transmettre efficacement de l'information, mais pas pour la stocker. Ce n'est pas le même usage. Et comme les blockchains arrivent à communiquer entre elles, on appelle ça les protocoles cross-chain, quand elles arrivent à communiquer entre elles, ça permet d'avoir des blockchains qui, elles, sont particulièrement lourdes et peuvent conserver de l'information, mais donner cette information à des blockchains qui, elles, ne servent simplement qu'à la communication et à la transmission rapide de ces informations. Alors, toutes les blockchains consomment plus ou moins d'énergie, mais globalement, il y a toujours un hardware, du matériel informatique qui va permettre à ce fameux réseau qu'est la blockchain de communiquer et de transmettre. En l'occurrence, la blockchain la plus connue est la blockchain du Bitcoin, qui consomme un certain énergie, mais beaucoup d'autres blockchains consomment beaucoup moins. D'ailleurs, les blockchains qui vont stocker de l'information ne sont pas les blockchains les plus énergivores. En effet, on va consommer de l'énergie quand on va rechercher cette information. Sa conservation, elle, peut consommer beaucoup moins. Donc oui, c'est une espèce de transformation d'énergie on va utiliser de l'énergie pour aller consommer et pour aller récupérer et consulter de l'information, finalement, mais il y a également tout un enjeu de comment est-ce que l'on va pouvoir conserver cette information, la rendre la plus accessible possible en la sécurisant un maximum. Une façon qu'on a de sécuriser de l'information, c'est le duplicata, la copie, mais plus on va copier, plus on va indirectement consommer de l'énergie, et c'est là qu'on doit trouver un entre-deux qui permet de conserver non seulement les informations les plus utiles, donc un travail de sélection, essayer de les sécuriser sur un maximum de différents supports en minimisant la consommation énergétique et les efforts que ça va demander d'aller récupérer cette information. Parce que là où ça ne consomme pas beaucoup d'énergie d'aller chercher une information dans une bibliothèque, c'est beaucoup plus simple de faire CTRL-F et de la chercher dans un gros document informatique, mais l'un va consommer moins d'énergie que l'autre. Donc il y a toujours des avantages et des inconvénients qu'il faut prendre en compte. Et il existe aujourd'hui différents types de blockchains qui vont répondre chacun à leur manière à ces différents besoins que l'homme a de conserver et de consulter de l'information. Je vous interromps pour relancer Jean-Christophe Cassel. Quand le cerveau, lui, fait une recherche, il consomme beaucoup d'énergie. Je vous parle de ça parce que vous êtes notamment des experts de l'hypermnésie, et les gens qui ont cette compétence à avoir une mémoire très développée, un type de mémoire, je crois, ont du coup besoin de consommer énormément d'énergie pour y accéder. Alors, pendant qu'il parlait de consommation d'énergie et de recherche de l'information, j'ai immédiatement fait le parallèle avec le cerveau. L'information qui est stockée dans le cerveau, elle est stockée à un état latent. Vous n'êtes pas en train de l'activer tout le temps. Vous la commandez quand vous en avez besoin. Et réactiver les réseaux qui portent cette information est quelque chose qui est effectivement énergivore. C'est la démarche d'aller chercher l'information qui sera énergivore, c'est pas le stockage. Et là, on peut faire un lien assez direct avec ce qu'il vient d'évoquer. Le cerveau, c'est un organe qui consomme quand même quand il ne fait pas grand-chose, énormément d'énergie. Il faut savoir que notre cerveau pèse à peu près 1,3 kg, 1,3, 1,4, mais qu'il consomme 1/5 de l'énergie de l'ensemble de notre organisme. Et la moitié de cette énergie-là est consommée uniquement pour garder aux neurones leur propriété d'excitabilité. Donc ça vous donne une idée de la consommation d'énergie de notre cerveau. Alors pour ce qui concerne l'hypermnésie, là aussi je vois l'allusion, puisqu'on est en train de parler, on en a parlé cet après-midi, de quel type de données il faut stocker. L'idéal, c'est d'en stocker un maximum. Vous stockez des données pertinentes, et on peut comprendre que dans le cadre du fonctionnement de vos services, la pertinence puisse se défendre comme vous l'avez défendu. Dans le cerveau, en général, on stocke les données, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui nous intéressent. Alors, on n'a jamais assez de mémoire. Je suis certain que si je fais passer ici un questionnaire, en vous demandant de cocher « je veux plus de mémoire, j'en veux moins » ou « je veux garder celle que j'ai », la plupart d'entre vous vont répondre « j'en veux davantage ». Parce qu'on a tous envie d'apprendre avec beaucoup de facilité un maximum de choses et de les retenir. Ce cas de figure existe. Il n'y en a pas beaucoup dans la littérature. Il y en a peut-être plus dans le monde sur cette planète qu'il n'y en a dans la littérature. Quand je dis dans la littérature, je parle de littérature scientifique. Ça veut dire que ces cas, on aura pu les identifier. Des hypermnésiques, des vrais hypermnésiques,
il en existe. Parce qu'il y a aussi de faux hypermnésiques. Ce sont des gens qui ont développé des stratégies mnémotechniques absolument phénoménales pour réussir à conserver un maximum d'énergie encodée. À côté de ça, on va distinguer ce qu'on a appelé de manière un peu péjorative, encore au XIXe siècle et encore même pendant le XXe, les savants idiots. Ce sont des gens qui ont des capacités mnésiques absolument formidables, mais pour un truc. Par exemple, les 23 500 premières décimales de pi. Franchement, ça vous sert à quoi? Ça suffit, 3 décimales sur pi. Ils sont capables d'intégrer cette information, de vous la réciter. Ça met probablement une douzaine d'heures pour les restituer. Mais en dehors de ça, leurs capacités intellectuelles sont même en dessous de la moyenne. Il est rare que le QI de personnes qui sont caractérisées de, entre guillemets, je le remets entre guillemets, savants idiots, ait un QI qui dépasse 80. Et vous avez un troisième type d'hypermnésie qui est une hypermnésie qu'on va dire épisodique, Highly Superior Autobiographical Memory en anglais. Une mémoire hypertrophiée pour tous les événements qui sont en fait des événements qu'on a personnellement vécus. Et là aussi, on commence à comprendre tout doucement. Alors c'est assez dingue parce que ce sont des gens, vous leur dites 5 avril 1937. Ils vous disent c'était un jeudi. Et il a fait tel... Alors, je ne sais pas si c'était un jeudi, hein, je ne suis pas hypermnésique épisodique. Hein. Mais j'ai une chance sur 7 de tomber... donc, ils vous disent, il faisait beau, le matin, j'ai pris telle et telle chose au petit déjeuner, etc., etc. Donc, ils gardent de chacune de leurs journées un déroulé, un historique extrêmement précis. Mais ce sont des personnes qui sont formidablement malheureuses parce qu'elles passent leur temps à voyager dans ces informations de manière quasi compulsive. Et elles perdent en quelque sorte le contrôle de ceci. Et si vous connaissez l'écrivain argentin Borges, il a écrit une nouvelle qui est publiée en 1942 qui s'appelle Funès ou la mémoire, où en quelques pages, il décrit un individu qui, à la suite d'une chute de cheval, souffre de ce type d'hypermnésie. Et on va découvrir que cet individu n'a absolument aucune capacité d'abstraction. C'est-à-dire que, dit Borges, le même chien vu, je ne sais plus à quelle heure, je ne suis pas hypermnésique, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais en gros, le même chien vu de face à midi et vu de profil à midi et quart est traité comme 2 individus différents. Alors qu'en réalité, c'est le même chien. Il n'est pas capable de faire cette abstraction. Et ce que l'on retrouve chez quelques-uns des hypermnésiques qui sont décrits dans la littérature scientifique, c'est précisément ça. C'est cette incapacité à catégoriser, à faire des abstractions. Donc, si maintenant je fais recirculer le formulaire, je pense que vous cocherez la case du milieu, celle de votre mémoire qui vous convient bien. Il semblerait qu'on l'ait quand même plutôt tous coché déjà, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais la case d'une mémoire augmentée, d'une société qui a une mémoire plus grande. Est-ce qu'on peut dire société hypermnésique? C'est peut-être un peu fort. Mais est-ce qu'elle est heureuse, pour reprendre l'expression que vous utilisiez, la société hypermnésique dans laquelle on vit? Guillaume Causse. Il y a une expression de Paul Ricoeur dans son livre « La mémoire, l'histoire, l'oubli » qui est notre recherche d'une mémoire heureuse, précisément. Et il déploie des conditions pour une telle mémoire. Donc, d'un côté, il y a l'oubli. On pourra y revenir éventuellement. Ce qu'il appelle oubli de rappel, c'est lorsque des choses qui ont été oubliées et tout d'un coup elles reviennent. Et puis l'oubli d'effacement, des choses qu'on a oubliées qui ne reviendront jamais. Tout ça, c'est dans le cadre aussi des traumas. La manière dont on peut faire passer un passé qui ne passe pas. Précisément pour que la mémoire puisse rejouer son rôle et sortir de ce malheur, d'un blocage qui fait qu'on ressasse toujours, on revient toujours à la même chose. Comment remettre en route ce mouvement vers l'arrière, voilà. Mais il y a un autre élément qui rejoint la question de la capacité d'abstraction, c'est le lien que Ricoeur fait entre mémoire et imagination. C'est-à-dire que
quand il travaille sur la question de l'identité, il parle d'une identité qui est narrative. Pour savoir qui nous sommes, la manière dont nous pouvons savoir qui nous sommes, c'est en racontant qui nous sommes. Et il dit que là s'entrecroisent la mémoire et l'imagination. Alors vous voyez, la mémoire, c'est ce dont on se souvient, ce qu'on a vécu, mais l'imagination, c'est la capacité à la fois à se projeter vers l'avenir, quelles sont les possibilités que j'ai, mais aussi c'est la capacité d'abstraction. C'est une distinction là qui remonte à un autre philosophe qui est Kant, l'imagination reproductive et l'imagination productive. C'est la capacité à s'abstraire et la capacité à se projeter qui sont à combiner avec la question de la mémoire. Donc, quand on reprend ça au niveau d'une société, il fait jouer la question des mémoires avec l'histoire, c'est-à-dire le travail des historiens. Et là, l'exemple, pour moi, qui est très parlant aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre par rapport au Rwanda. Comment le travail des historiens peut apaiser des mémoires, ou, alors Ricoeur a aussi travaillé d'autres aspects où des historiens font des choix, parce qu'ils font toujours des choix, qui peuvent blesser des mémoires par leur manière de faire. Bien sûr, oui. Un tout petit mot par rapport à ce lien que vous faites entre mémoire et imagination. Il y a quelques années, j'ai une collègue qui a pris sa retraite, dont le nom est Liane Manning, qui a fait une étude en IRM fonctionnel sur des sujets. Et elle leur a demandé, à partir d'un mot-clé, à penser à une histoire qui leur était arrivée. Par exemple, je dis valise ou vélo, et puis les gens doivent retourner dans leur passé, chercher une histoire et la raconter. Et elle leur a demandé ensuite de s'imaginer, à partir d'autres mots-clés, ce qu'ils allaient faire en rapport avec ce mot-clé dans 15 jours. Et elle s'est aperçue que ce sont exactement les mêmes structures cérébrales qui s'activent pendant cette opération mentale. Donc, ça colle très bien. Vous qui les voyez à l'œuvre, les historiens, ils ont de l'imagination à la BNF pour trouver dans cette masse de documents de quoi donner du sens au passé, éclairer le présent, le futur. Il faut, parce que notre collection, elle est frappée d'hypermnésie au sens où elle a été décrite par le professeur Cassel, puisqu'elle n'a pas non plus de capacité d'abstraction. Vous pouvez avoir sur la même étagère un livre de Victor Hugo et un livre à propos de Victor Hugo, et il n'y a aucun lien évident entre eux s'il n'est pas recréé par des humains. Donc c'est un travail que font les bibliothécaires, un travail de description qui fait partie de notre mission de traitement des collections. Mais c'est aussi le travail de l'historien d'aller fouiller dans ces collections pour faire la trouvaille qui va permettre de transformer ce gisement de connaissances en histoire, voire en mémoire. Donc ce processus de la trouvaille, donc nous on est chargé de mettre en place, de créer ces gisements d'informations. Et l'historien ou d'autres universitaires dans toutes les disciplines vont s'emparer des outils qu'on met à leur disposition pour essayer d'aller trouver des choses. Et le numérique, en ce sens, nous facilite quand même grandement la tâche, ou en tout cas, il nous permet de trouver des choses différentes, avec peut-être des rythmes différents, et surtout une vision de la masse avec des technologies d'intelligence artificielle dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. On parle aussi de fouilles de données. Donc, depuis plusieurs années, on a entrepris des programmes massifs de numérisation des collections. On a aussi toutes ces collections qu'on dit nées numériques, dont je vous parlais tout à l'heure, les archives de l'Internet par exemple. C'est des collections qu'on va pouvoir fouiller avec des outils, avec des machines qui vont permettre, non pas toutes seules de faire émerger de la connaissance à partir de ces collections, mais d'outiller des scientifiques qui, eux, vont utiliser leur capacité d'abstraction pour faire apparaître de nouvelles informations, de nouvelles traces à partir de ces gisements. Et des trésors, des trouvailles, j'imagine qu'on doit exhumer quand on numérise et quand on lance des crawlers à la recherche de trouvailles, on doit trouver des choses incroyables qui étaient dans le fond, ou alors c'est autre chose qui fait la trouvaille. Alors, c'est intéressant cette notion de trouvaille parce qu'elle est intrinsèquement liée à l'idée de patrimoine. Il y a patrimoine à partir du moment où on se rend compte qu'on a retrouvé quelque chose qu'on avait peut-être perdu.
Et pour qu'il puisse y avoir cette trouvaille, il faut qu'il y ait une perte avant. Donc il faut qu'on ait cette démarche d'aller rechercher dans la mémoire exactement comme on l'a décrit déjà plusieurs fois dans cette table ronde. Et du coup, eh bien, la trouvaille, ce n'est pas forcément l'objet précieux. Enfin, je pourrais vous parler, par exemple, des feuilletons du 19e siècle qui paraissaient dans la presse, qui sont devenus des romans classiques que tout le monde connaît, maintes fois réédités. Bon, si on n'avait pas gardé toute cette presse du 19e siècle qui est hautement fragile, hautement volatile, on n'aurait plus la première version qui a été publiée de ces textes, par exemple. Je me retourne vers Owen parce que je ne veux pas qu'il se sentent seuls. Je vais vous parler, Owen, je sais que vous êtes en mesure de parler de bien des blockchains, mais je vais vous parler de celle dont on parle tous beaucoup, Bitcoin. Elle n'oublie rien, Bitcoin. Elle est capable on peut l'auditer, on peut la retracer depuis sa création, chaque bloc de Bitcoin. Quand on en parlait tous les deux avant cette séance, vous me disiez que Bitcoin, finalement, c'est une machine à confiance. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer pourquoi ? En fait, ce qui va représenter la valeur du réseau Bitcoin, c'est vraiment la confiance qu'on va avoir en lui. C'est-à-dire que quand les gens disent le Bitcoin n'a pas de vrai prix, ce qu'ils entendent, ces gens, c'est que ce n'est pas un prix garanti par une banque centrale. Et ça, c'est vrai. Ce n'est pas un prix garanti par une banque centrale. Mais ce qui fait que les gens échangent aujourd'hui le Bitcoin à 34 000 $, c'est parce que les gens qui le vendent sont prêts à le vendre pour ce prix-là, mais pas moins. Et les gens qui l'achètent sont prêts à l'acheter à ce prix-là, mais pas plus. C'est donc un prix organique, un vrai prix, le prix auquel les gens sont réellement d'accord pour se l'échanger. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin a une valeur parce que son réseau est sécurisé. Il y a un nombre limité de Bitcoin, il n'y en aura jamais plus, sauf s'il y a un vote commun, mais vu que c'est une valeur ancrée qui plaît à énormément de monde, je ne vois pas pourquoi il y aurait un vote à l'unanimité et que les gens voudraient modifier la façon dont fonctionne Bitcoin aujourd'hui. Et c'est vraiment la façon dont cette information est conservée. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut imaginer la blockchain comme un grand livre dans lequel on écrit tout ce qui se passe. Et vous conviendrez qu'on peut faire plein de choses aujourd'hui pour se faire pardonner de nos erreurs d'hier ou pour essayer d'arranger la situation et le monde comme on le connaît aujourd'hui et d'améliorer certaines choses. Par contre, on ne peut pas modifier le passé. On peut à la limite l'oublier, et je pense que quelques personnes ici sur le plateau seront d'accord avec moi, mais on ne peut pas modifier le passé factuellement. Eh bien, la technologie de la blockchain fonctionne ainsi. Quand une transaction a été faite, on ne peut pas revenir en arrière. Quand la blockchain, quand on a rempli un bloc avec des informations et qu'on passe au bloc d'après, comme un livre où on vient de passer une page pour aller à la page d'après, on ne peut pas modifier l'histoire. On pourrait à la limite essayer de la cacher, et c'est ce qui fait que le Bitcoin est très résistant. D'ailleurs, on ne peut pas, il n'y a pas de solution technique aujourd'hui qui permette à quelqu'un d'obstruer et de casser l'immuabilité du réseau Bitcoin comme elle est aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'on a autant confiance. Ce n'est qu'une simple histoire, en fait, Bitcoin. Une histoire dans laquelle il y a des gens qui peuvent participer, vous pouvez y participer, vous pouvez écrire des informations et les envoyer qu'à certaines personnes et pas à d'autres, mais personne ne pourra venir modifier cette histoire. Parce que techniquement et mathématiquement, d'un point de vue cartésien, le réseau, lui, personne ne peut en abuser, personne ne peut en devenir le maître et ensuite abuser de ce fameux réseau, écrire en fait un fait dans cette fameuse histoire qui n'est pas réel. Tout ce qui va être rajouté dans cette fameuse histoire qu'est le Bitcoin va être vérifié par toutes les autres personnes qui partagent cette histoire et qui eux-mêmes utilisent ce réseau. Et c'est uniquement quand tout le monde est d'accord pour dire que ce fait est écrit, ce fait a eu lieu, à ce moment-là, on va l'écrire, il va passer dans le passé et on ne pourra pas revenir en arrière. Et c'est ça qui fait vraiment la grosse valeur qu'on va avoir dans l'information et dans ces connaissances qui sont maintenues par le réseau Bitcoin, c'est le fait que personne ne peut individuellement modifier le passé pour, très généralement, en tout cas c'est comme ça que l'homme fonctionne la plupart du temps quand il essaye d'abuser du passé, c'est tourner le présent à son avantage. Parce qu'il faut rappeler que le réseau n'est pas anonyme, contrairement à ce qu'un certain nombre de personnes peuvent penser, mais qu'on est sous pseudonyme en fait via nos adresses, c'est ça, hein? En effet, il n'y a pas marqué votre nom et votre prénom, mais vous avez un pseudonyme, une identité numérique, un chiffre qui vous représente. Alors vous pouvez très bien décider de dire que vous êtes derrière ce chiffre publiquement, comme certains grands entrepreneurs de la blockchain ont fait. Pour être totalement transparent, ils disent voilà, c'est moi derrière cette adresse, point. Mais ça, c'est votre liberté de transformer votre pseudonyme en une transparence totale en disant « je suis derrière ce pseudonyme ».
D'ailleurs, c'est maintenant que c'est régulé dans la plupart des pays dans le monde, si vous voulez acheter du Bitcoin, quand vous allez créer votre compte et que la blockchain va vous attribuer une adresse, la première personne qui va vous envoyer des bitcoins contre de l'euro ou du dollar, par exemple, se doit de recueillir votre identité. Au cas où il y ait un jour un abus, que vous utilisiez vos bitcoins afin de faire quelque chose d'illicite, à ce moment-là, que les forces de l'ordre puissent retrouver qui se trouvait derrière cette adresse. C'est d'ailleurs pour ça que c'est d'ailleurs stupide d'utiliser des crypto-monnaies, ou du moins le bitcoin, pour réaliser quelque chose d'illicite, car c'est comme laisser une trace qui ne s'effacera plus jamais de votre acte, en quelque sorte. J'ai bien aimé, quand on a parlé tout à l'heure du coup de la connaissance et du fait que quand on récupère une information, il faut d'abord l'avoir perdue, en quelque sorte, pour reconstituer cette histoire. Eh bien, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a autant d'intérêt à vouloir conserver des informations qui ont mis des années à se construire, des méthodes, des stratégies. On peut regarder la façon dont le vélo a été créé. À la base, le vélo, la roue avant était plus grosse, puis on a essayé de mettre 2 roues à l'arrière, puis on a mis 2 roues de la même taille, et puis ensuite on les a mis de côté, puis ensuite on les a alignés jusqu'à petit à petit, par une méthode incrémentale, venir au vélo qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est pour ça que quelqu'un qui veut faire un vélo rapide ne va pas recommencer par tout réessayer. Il va se baser sur les connaissances et les compétences que l'être humain a déjà, tout ce qu'il a déjà essayé, toutes ces erreurs qui font de lui ce qu'il est aujourd'hui et qui font qu'on a le vélo, l'un des vélos les plus performants. Qui sait, il évoluera peut-être encore plus loin. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être capable de conserver cette information. Et il y a non seulement l'information qui nous permet d'être efficace aujourd'hui, c'est bien beau d'apprendre de ses erreurs, mais si on peut apprendre des erreurs des autres, on peut aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, heureusement qu'on a le background des personnes qui étaient là avant nous, sinon on ne serait probablement pas en train de se parler à distance, en temps réel, et en train de partager ce moment-là à des milliers de personnes dans le monde, alors qu'on n'est pas au même endroit physiquement. Et de la même façon, il faut également être capable de savoir ce que l'on connaît déjà pour savoir la connaissance qu'il nous manque. C'est dans énormément de recherches dans la maladie, par exemple, on utilise des ordinateurs qui vont calculer tous les différents angles dont une protéine doit être conçue pour pouvoir tout simplement soigner une maladie. Si l'ordinateur ne se souvient pas de toutes les différentes angles qu'il a calculés, eh bien, il va refaire les mêmes calculs et on va recommencer encore et encore les mêmes recherches, alors que quand on fait de la recherche, généralement, on ne va pas rechercher ce qui a déjà été recherché dans le passé. On va explorer des endroits où on a une connaissance qu'il nous manque pour peut-être trouver la réponse au problème que nous avons aujourd'hui. Et une fois qu'on a cette réponse, on veut l'enregistrer, on veut la sauvegarder, et la blockchain est un bon outil dans ce cas-là, par exemple. Je vois que vous êtes nombreux à être convaincus de la vertu de la mémoire, mais tout à l'heure, vous l'avez évoqué subrepticement, l'oubli, ça a aussi des vertus. Une société sans oubli, ça fonctionne ? La mémoire fonctionne quand il y a de l'oubli. La mémoire, c'est se remémorer. Donc, forcément, il y a les deux dimensions. Mais peut-être il y avait un élément qui est aussi fondamental, c'était la question de la confiance. Au fond, la confiance, elle est là, à nouveau, en reprenant cette image de Leroi-Gourhan avec le silo de grains et les livres. Quand on a assez de réserves et d'horizons, avec la question écologique aujourd'hui, qui se manifeste fortement et qui met la confiance en crise, et aussi cette autre dimension de la confiance, qui est peut-être plus liée à notre question aujourd'hui, qui est la confiance qui est liée à la parole donnée, au contrat. Et on voit bien que nous avons besoin de soutenir la confiance que nous mettons les uns dans les autres par des contrats qu'on peut retrouver, on peut aller rechercher des traces de nos échanges. Voilà. Mais l'horizon fondamental reste cette question de la confiance. Or, la confiance, c'est un insaisissable. Et elle n'est pas fondée dans le fait de pouvoir se souvenir de tout. Elle est fondée dans la qualité d'une relation que nous avons les uns dans les autres, dans laquelle on peut chercher un soutien. Voilà. Mais c'est quand même cet horizon-là qui est pour nous, je crois, visé. Pourquoi nous cherchons à garder des choses pour pouvoir nous projeter, pour pouvoir garder la possibilité d'un monde ensemble. J'ai l'impression que personne ne veut oublier. J'imagine qu'à la BNF, on ne jette rien.
par définition, on a affaire à une collection patrimoniale, donc on ne fait pas ce qu'on appelle dans d'autres bibliothèques du désherbage, qui est de toute façon une façon très légitime de gérer une collection, faire de la place pour pouvoir faire entrer de nouveaux livres, de nouvelles connaissances. Mais l'oubli, c'est une question hautement éthique dans notre domaine. On parlait tout à l'heure du droit à l'oubli. Dans le cadre des données personnelles. Moi, j'ai envie de mettre en regard le devoir de mémoire. Et notre table ronde s'intitule « Y a-t-il un intérêt pour l'homme à tout garder ?» Alors, je ne résiste pas à vous demander s'il y a un intérêt pour la femme à tout garder. C'est une question qu'on peut se poser quand on regarde, par exemple, des collections du début du XXe siècle qui sont numérisées, qui sont disponibles pour tout le monde dans Gallica, notre bibliothèque numérique, et dans lesquels vous pouvez lire des textes extrêmement misogynes qui vilipendent les femmes en disant qu'elles sont laides et méchantes et qu'elles finiront seules parce qu'elles demandent le droit de vote. Et bien tous ces textes sont donc aujourd'hui non seulement dans notre mémoire, dans notre archive, dans les fameuses tours, mais ils sont aussi numérisés et redistribués sur Internet. Et l'intérêt pour les hommes, mais aussi pour les femmes, c'est d'avoir cette mémoire à portée de main pour pouvoir aussi faire des trouvailles qui sont de comprendre quel était le regard de la société hier, quel est le regard de la société aujourd'hui sur des faits comme la diversité de genre, par exemple, qui est pour le coup une question éthique importante et vraiment d'actualité. Et de pouvoir conserver l'accès à ces textes pour se souvenir et constater aussi le chemin qu'on franchit. Guillaume Causse, ça vous inspire quelque chose, ce devoir de mémoire ? Oui. Là encore une fois, Ricoeur a beaucoup travaillé sur ces questions-là, avec cette tension entre un devoir de mémoire qui est souvent porté notamment par des personnes qui ont été victimes, par des groupes aussi, donc de fait, la question de la place de la femme dans la société. Donc il y a un devoir de mémoire qui a sa valeur propre, et en même temps, il y a une transformation possible du rapport à ce passé, entre un rapport qui est vif, vigoureux quand le combat est encore à mener, la transformation vers un rapport apaisé quand les choses se sont ajustées dans le rapport homme-femme, par exemple. Voilà. Donc la mémoire est quelque chose qui se travaille perpétuellement et qui se transforme. En fait, je suis tout à fait d'accord quand Owen disait tout à l'heure que les choses du passé, on ne peut pas les changer, les faits, on ne peut pas les changer. Le rapport aux faits évolue dans la manière dont on les mobilise et dont on transforme notre manière d'être aujourd'hui en fonction de ce que nous enseignent les choses du passé, en particulier ce que Ricoeur appelle avec la très belle expression des promesses restées encore inaccomplies. On va, je pense, arrêter sur ces promesses, Gaël, sauf peut-être s'il y a des questions. Mais il y a des questions. Il y a des questions. Alors, est-ce qu'à trop vouloir garder, on ne se condamne pas à vivre dans le passé? Question via LV World. Ah. Alors, qui veut répondre? Personne ne veut répondre. Je ne vois pas Owen sur l'écran, il veut peut-être répondre. Alors, Owen... Il garde pour vivre dans le futur, alors, mais est-ce que... Voilà. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Super. Alors, je pense qu'il faut avoir ce lien sur le passé, parce qu'on doit, du coup, comme je viens de l'expliquer, conserver et pouvoir accéder à certaines révolutions et à certaines découvertes et certains faits qui constituent notre passé. Mine de rien, rien n'est mieux de savoir de d'où on vient pour savoir où on va et pour évoluer, évidemment. Malgré tout, je pense qu'il y a un vrai devoir de sélection dans ce que l'on va garder, parce qu'à vouloir tout garder, soit ça coûte de l'énergie, soit, comme M. Cassel nous l'a expliqué, c'est bien beau de pouvoir tout enregistrer, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent aujourd'hui et qu'on se débrouillera mieux demain. Ça veut dire qu'on doit sélectionner, qu'on doit conserver cette information. De la même façon, il doit y avoir ce droit à l'oubli, et tout comme il y a des gens qui essayent du coup tirer un trait sur certaines étapes de leur vie qui ont été compliquées pour pouvoir, encore une fois, aller de l'avant. Et donc, je pense justement qu'il ne faut pas tout garder, en effet.
Déjà parce que c'est visiblement pas réalisable. Je pense qu'enregistrer tout ce qui se fait à l'échelle de la planète, je dis bien tout, c'est techniquement impossible par la technologie. Et un cerveau humain ne peut probablement pas tout enregistrer, toute la connaissance qui est actuellement sur notre planète, il ne peut pas l'enregistrer non plus. Donc tout enregistrer serait, je pense, une bêtise. Par contre, en conserver, toujours avec un travail minutieux de sélection, les éléments les plus intéressants, les éléments qui nous poussent à avancer et qui nous font comprendre qu'est-ce qu'on fait ici et qu'est-ce qui nous donne envie d'aller plus loin, ça c'est important. C'est un bon résumé de ce qu'on a essayé de se dire pendant cette heure, je pense. Vous voulez ajouter peut-être quelque chose sur ce point ? Oui, moi je veux bien ajouter quelque chose sur le fait que j'ai justement la fonction de la patrimonialisation, c'est-à-dire de décréter que quelque chose est patrimoine, de lui donner un statut particulier et de se donner à notre présent en fait une obligation de le conserver pour les générations futures. Et on pourrait se demander si effectivement c'est pas se condamner à vivre dans le passé, mais en fait c'est plutôt un prisme du présent et une surprésence du présent qui nous conduit à vouloir contrôler à la fois ce qui s'est passé et ce que le futur retiendra de notre présent et de notre passé. C'est une lecture en tout cas possible de ces enjeux de la patrimonialisation. Allez, on va encore prendre une ou deux questions. Afin de tendre vers une mémoire heureuse, est-il bon de se rappeler aussi d'événements traumatiques ? Deux approches. Alors, je suis pas certain qu'il faille poser la question comme ça parce que notre cerveau, quand il est confronté à des événements traumatiques, il a plusieurs possibilités d'agir. Pour ceux qui connaissent Boris Cyrulnik, il a développé toute une théorie sur la résilience. On n'a pas tous les mêmes capacités à encaisser les mêmes événements traumatiques. Il y a des gens qui arrivent effectivement à passer outre et à continuer une vie tant bien que mal normale. Pour d'autres personnes, le cerveau, vous le bloquez littéralement. Le traumatisme, en particulier dans les PTSD, Post-Traumatic Stress Disease, on est littéralement enfermé dans l'événement traumatique. Et ça devient même gravissime parce que l'événement traumatique a un contexte particulier qui permettrait éventuellement encore à l'individu de faire la part des choses entre le contexte où l'événement traumatique a eu lieu et tous les autres contextes. Mais malheureusement, du fait justement de ce traumatisme, intervient un processus qu'en neurosciences on appelle la généralisation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que passe le temps, le contexte va s'appauvrir en détail et la réaction qu'on aurait eue à être confronté une nouvelle fois au contexte de l'événement traumatique, contexte initial, on va finir par l'avoir dans des contextes de plus en plus éloignés de celui-ci et ça va devenir quelque chose de formidablement invalidant. Donc je ne suis pas certain qu'il soit bon de se rappeler les événements traumatiques. Je pense que je vous ai dit aussi que le cerveau... Ah non, je ne l'ai pas dit ça. Le cerveau peut aussi tout simplement décider d'effacer. Hein. Le traumatisme est tellement puissant. Il y a des réactions qui se produisent notamment du côté de nos systèmes de gestion du stress à partir de centres centraux qui vont faire en sorte que finalement on va rien retenir de l'événement. Hein. Mon père a eu un accident de voiture, il a oublié la demi-seconde qui a précédé l'impact et les minutes qui ont suivi alors qu'il n'a pas perdu conscience. Ça, c'est aussi une façon de réagir et peut-être que c'est la manière la plus heureuse de garder quelque chose de l'événement traumatique, quoique si vous lisez un certain Sigmund Freud, il vous dira que non, pas du tout, parce que si vous n'avez pas conscience de cela, ceci est inscrit dans une dimension inconsciente, d'où ça peut être encore beaucoup plus nocif pour l'individu. Je crois que Owen Simonin voulait également répondre à cette question. Alors, est-ce qu'on l'a... Tout à fait. Voilà. Alors, très rapidement, bien sûr, hein, c'est juste pour apporter un tout petit complément à ce que dit M. Cassel. Ça va être dur d'apporter plus de pertinence dans cette réponse, en tout cas. Mais en effet, je pense que ça va vraiment être, encore une fois, de la sélection. Est-ce que c'est positif ou non de l'enregistrer ?
Et est-ce que, encore une fois, ça dépend de comment l'organisme et comment le cerveau va vivre le moment, mais il y a des traumatismes plus ou moins forts. Et quand on est très très jeune et qu'on est petit, qu'on met la main sur quelque chose et qu'on se brûle, ce traumatisme est nécessaire. C'est une information qui doit être conservée pour ne pas être répétée. C'est comme si on voudrait supprimer toutes ces erreurs. À quel point cette erreur nous a affectés? Si elle nous bloque et si elle nous restreint aujourd'hui, peut-être qu'il faut réussir à l'obstruer, à l'oublier ou tout simplement à l'accepter. Ça va dépendre de comment est-ce qu'on veut passer outre cette information et continuer d'avancer. Mais encore une fois, tous les traumatismes ne sont pas bons à oublier, car si on oubliait toutes nos erreurs, eh bien on les referait encore et encore. Et il me semble que refaire exactement la même erreur sans modifier aucun paramètre, c'est l'une des définitions de la bêtise. Et il nous faut, pour être des êtres intelligents, ne pas tout oublier et ne pas passer au-delà de tous ces traumatismes, évidemment. Allez, 3 mots. Tout à fait d'accord, mais toute erreur n'est pas forcément traumatisme. En plus, tout à fait. Allez, une dernière question et on arrêtera là. Ah ouais, directement pour Owen. Qu'en est-il des données inscrites sur la blockchain par une personne qui vient de décéder? Ses héritiers peuvent-ils y accéder? Peut-on avoir accès au ledger du défunt? Le ledger, c'est le wallet matériel qui permet de stocker les clés. Pardon Laurent, c'est l'espèce de clé USB. Ah oui, c'est le wallet. Voilà, c'est le petit portefeuille. J'en ai un C'était sous la beaucoup main, plus clair. je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Ce sont des hardware wallets, ce sont des disques qui en fait vont conserver le mot de passe qui vous permet d'accéder à la blockchain. Alors ça va dépendre. On peut répondre oui et non à cette question. Je suis désolé, mais c'est très souvent comme ça dans la vie. C'est pas oui, c'est pas non, mais c'est un entre-deux un petit peu plus délicat. Oui, dans le sens où il existe des blockchains qui permettent de paramétrer. Un autre projet porté par des francophones qui s'appelle Ternoa, qui permet de régler si je ne me connecte plus à mon adresse pendant 2 ans, alors j'aimerais que ma volonté soit faite et que ma volonté, c'est la dernière, c'est-à-dire envoyer mes fonds à telle adresse, divulguer ce contenu à ma famille, etc., etc. Il existe également des blockchains qui ne prévoient pas du tout de solution pour ce genre de problématique. De la même façon, si je crée une clé, c'est à moi de créer la sauvegarde. Il existe plein de solutions qui me permettent par exemple de donner un accès à ma famille et à mes proches, automatique ou manuel, en leur expliquant ce qu'ils doivent faire pour récupérer mes fonds et ma propriété qui se trouve sur la blockchain. Et à ce moment-là, ça va activer automatiquement, ou alors ce sont mes proches qui vont faire la démarche pour récupérer ce que je possédais. Par contre, si je n'ai pas fait cette démarche sur la blockchain Bitcoin, par exemple, personne, je dis bien personne, d'un point de vue factuel, d'un point de vue cartésien, mathématiquement, aujourd'hui, personne ne pourra accéder à mes fonds. Tout comme si quelqu'un arrive et dit « je vais te voler tes fonds », soit il y a une faille de sécurité que j'ai moi-même laissée parce que je manque de rigueur dans mon processus de sécurité, par exemple. Mais si je perds des fonds blockchain et si j'envoie par erreur de l'argent à une mauvaise adresse, il n'y aura aucun recours possible. Ce ne sera simplement pas possible d'aller récupérer ces fonds. Tout comme on ne peut pas me les voler et on ne peut pas passer au-dessus de mes droits pour me voler ce qui m'appartient, parce que c'est la blockchain. La blockchain est un algorithme agnostique qui ne regarde pas qui vous êtes, qui va simplement regarder qui a les droits sur ce compte. Vous l'avez créé, la blockchain vous a attribué ces droits au début, à vous de les protéger et de les conserver. Mais à l'inverse de ça, si je perds ou si j'égare mes accès sans les avoir intelligemment sauvegardés, car des méthodes existent et elles sont très nombreuses aujourd'hui, eh bien personne ne pourra revenir pour moi sur ces données que j'ai laissées dans la blockchain. Et quand il s'agit du droit à l'oubli, il y a une entreprise qui a sorti une solution sur la blockchain. La blockchain ne peut rien supprimer, vous l'aurez compris, puisqu'elle garde tout, elle conserve tout, et le droit à l'oubli est très important. Très très important, à tel point que la norme RGPD, qui sont des normes que doivent respecter toutes les entreprises, se doit d'être appliquée. Et on doit pouvoir supprimer les informations d'un utilisateur s'il désire disparaître et s'il désire les faire supprimer. Eh bien, on n'a pas trouvé comment les supprimer sur la blockchain. Par contre, on a trouvé comment les rendre définitivement illisibles. C'est-à-dire que seule la personne qui les a écrites sur la blockchain, donc seule la personne qui détient cette information, va pouvoir rayer définitivement et non pas supprimer, mais rendre illisible par un processus de hachage l'information qu'il a écrite sur la blockchain. Elle sera donc toujours là, mais définitivement illisible par tous les êtres qui utilisent la blockchain, sauf la blockchain elle-même. Mais comme la blockchain n'a pas d'esprit, en quelque sorte, elle ne va pas aller consulter l'information qui ne lui est pas propre. Merci beaucoup. Intarissable. Hein, je vous avais prévenu. Mais heureusement qu'il a un débit mitraillette, parce que comme ça va plus vite. Merci à vous. Merci beaucoup Emmanuel Garmès, Gamecos. Merci Jean-Christophe Cassel. Et merci donc Owen
Merci Laurent. Voilà, on va arriver avec la conclusion de ces assises. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître par la bande dessinée. Depuis, l'homme a écrit une quarantaine d'essais, dirigé de nombreux numéros de revues, des ouvrages collectifs, des dizaines et des dizaines d'articles sur la psychiatrie, nos traumatismes et nos secrets, sur le langage, la communication ou encore la résilience. Depuis quelques années, il s'intéresse sur le rapport que nous entretenons avec les technologies, comment nous vivons avec et comment nous les subissons aussi. Il est le grand témoin de ces assises éthique et technologie du futur. Merci d'accueillir Serge Tisseron. Et Serge Tisseron sera interrogé par Rosemarie Bertolome, directrice départementale de Ouest France, en Mayenne. Bonsoir à tous. Alors Gaëlle, si tu veux bien, je vais juste compléter la présentation en rappelant certaines de vos missions, Monsieur Tisseron. Donc vous êtes en effet psychiatre, mais vous êtes également membre de l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots ou encore du Conseil national du numérique. On va commencer cette intervention par donc, un des thèmes qui vous est cher. C'est la relation au temps, et le temps est-il une matière première ? Oui, tout à fait. Le temps est une matière première. Je crois que c'est bien apparu pendant ces tables rondes. On peut le dilater, on peut le contracter, on peut le voler, on peut le perdre, on peut le gagner. Mais je voudrais aussi faire une remarque sur le déroulement général, non pas des contenus des interventions, mais des intervenants eux-mêmes. Je pense que c'est vachement intéressant qu'on ait eu un colloque, à la fois une rencontre à la fois en présentiel et en distanciel, parce qu'on voit bien que la manière de parler n'est pas la même. Et c'est exactement les sujets qui nous intéressent à l'Institut pour l'étude des relations homme-machine, homme-robot, c'est de voir comment, dès qu'on utilise une médiation technologique, on n'est plus le même. Si on a bien vu que les gens qui interviennent ici à la table, il y a un peu d'hésitation, il y a un peu de réserve, voilà. Les gens qui interviennent en distanciel, face à un écran blanc, un écran noir, c'est le roi. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas s'en empêcher. On est tous pareils. Pour ça, on a beaucoup travaillé là-dessus parce qu'on a appris à gérer les psychothérapies en distanciel. On s'est aperçu que les patients n'étaient pas les mêmes, puis les thérapeutes non plus. Donc du coup, on a fait des formations. Mais vous voyez, c'est intéressant. Ce serait bien qu'un étudiant qui reprenne, ou un doctorant qui reprenne toutes les interventions et qui analyse le débit, le temps de parole, les mimiques différentes en distanciel et en présentiel. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que à mon avis, pendant cette journée, on a eu 3 discours, et je dirais même 3 plus 1. Le premier discours, c'était en filigrane, c'était, pour résumer, les promesses des technologies numériques. Voilà, on va vivre éternellement, on va avoir des véhicules complètement autonomes. Alors, c'était un discours en filigrane parce que personne ne le défendait. Mais dans le deuxième discours, c'était de dire c'est pas vrai. Puis il y a la captologie, voilà, il y a les dark patterns, les pièges à utilisateurs, comment on traduit en français. Et donc ça, c'était le deuxième discours qui était censé s'opposer au premier, qui n'était pas vraiment explicite, puisque personne ne l'a défendu, mais qui était en filigrane. Puis il y avait un troisième discours qui était un peu bisounours, de dire, finalement, c'est formidable, voilà, en médecine, les médecins vont avoir plus de temps pour les malades. Bon, moi, je suis sur des listes médicales, la déshumanisation de la médecine est dénoncée tous les jours, et notamment en lien avec les technologies numériques. Et on nous a parlé aussi des travaux à Orange qui étaient accélérés grâce à l'intelligence artificielle qui prévoyait les durées d'intervention de chaque spécialiste pour accélérer les travaux, etc. Le hasard a fait qu'il y a une semaine, j'étais grand témoin à un colloque du BTP, Travaux publics. Et c'était intéressant parce qu'il y avait pour moitié le discours qui a été tenu ici sur la réparation facilitée par l'IA. Mais il y avait un autre discours qui était de dire, du coup, les intervenants sur le terrain, ils sont réduits à des machines. Il y a une perte complète de sens du boulot. On leur dit, vous avez 1h30 ou vous avez
1 jour et 25 minutes, l'IA l'a programmé pour faire telle chose. Pourquoi? C'est comme ça, c'est intelligent programmé. Et certains ont même parlé à ce colloque du BTP d'ubérisation, non pas au sens où les ouvriers seraient transformés en auto-entrepreneurs, pas du tout, mais au sens où le sens du travail serait complètement perdu. Donc voilà, on a eu un peu un discours bisounours qui tendait à nous présenter toutes ces évolutions par le versant le plus positif. Mais il y a aussi l'autre versant. Puis dernière chose, on a eu un 4e discours qui est venu un peu tard, je m'en suis étonné d'ailleurs, sur les objectifs de développement durable, puis c'est venu seulement dans l'après-midi, mais qui est quand même aujourd'hui central. À l'Académie des technologies, on a repensé notre logo en fonction des objectifs de développement durable. Donc voilà, c'est aussi intéressant que ça ne soit arrivé qu'un peu tard, peut-être parce que ce n'est pas encore bien dans l'air du temps. Voilà. En effet, et avec ces nouvelles technologies également, est-ce qu'on perd la notion du temps? Vous me parliez tout à l'heure du syndrome anglais. Mais qu'est-ce que je suis donc venu faire ici? Voilà. Là, les Anglais ont décrit un truc formidable, c'est-à-dire que quand vous allez sur Internet, très souvent, vous y allez avec un objectif très précis. Enfin bon, il faut espérer, tout du moins c'est ce qu'on conseille à nous, c'est que vous n'allez jamais sur Internet sans un objectif précis. Même à la limite, en sachant combien de temps vous allez y passer. On est certain de dépasser, mais au moins on est sûr de ne pas y passer la journée. Bon, donc allez en général sur un objectif précis, voilà, une question qu'a posée un enfant, ou une question que vous vous posez, une curiosité. Et puis le problème, c'est que de lien en lien, voilà, de curiosité renvoyée éventuellement vers des sites qui prélèvent vos données personnelles, au bout de quelques minutes, vous êtes dans ce que les Anglais appellent « mais qu'est-ce que je suis donc venu faire ici ?» C'est-à-dire vous avez même perdu l'idée de ce que vous êtes venu chercher. Et bon, tout le monde en a l'expérience, mais ça montre bien que ces machines... Ces technologies qui nous sont vendues avec l'idée, en rejoignant la question du temps, ces technologies qui nous sont vendues avec l'idée de mieux gérer son temps. C'est quand même un discours très porteur aujourd'hui. Alors vous arriverez à mieux planifier vos activités, à mieux gérer votre temps. Alors la montre connectée, tout ça, les alertes, voilà. Et puis même peut-être vous serez encore vivant après votre mort. On l'a évoqué avec l'application avec Replica. Mais aujourd'hui, il paraît qu'il y a 100 millions de personnes qui sont mortes et qui sont présentes encore sur Facebook. Puis il y en a même qui ont l'intention, il y en a même qui payent des entreprises pour donner des conseils post-mortem à leurs héritiers, enfin, pour les emmerder après leur mort, en d'autres termes. Voilà. Et puis l'idée que non seulement on va pouvoir être présent après sa mort, mais qu'on va pouvoir aussi garder présent des morts. On a évoqué en ouverture cette séquence coréenne, sud-coréenne sur une dame qui retrouve en réalité virtuelle une enfant qu'elle a perdue. Alors est-ce que ça facilite le deuil ou est-ce que ça le complique? La question reste ouverte. Ce qui est certain, c'est que les gens qui continuent à interagir avec les morts sur Facebook ont un deuil accéléré dans un premier temps, mais un deuil ralenti dans un second temps. Ça a été montré. Pour les répliques en réalité virtuelle, il n'y a évidemment pas suffisamment de recul, mais ça pose en filigrane d'ailleurs une question qui est tout à fait intéressante, c'est que est-ce qu'il faudrait vraiment faire son deuil? Je vous avoue qu'en tant que psychiatre, c'est une question très compliquée. Parce que si on ne peut pas faire revenir les gens, on est obligé de faire son deuil, comme on dit, quoi qu'on ne l'a jamais totalement fait. Mais dans les cultures où les gens sont présents sous la forme de fantômes, la gestion du deuil est très différente. Si vous avez la possibilité aussi de communiquer en rêve avec les disparus, parce que vous croyez que les disparus vous parlent dans vos rêves, ben, vous n'avez pas la même gestion du deuil. Donc, si vous voulez, l'idée de faire son deuil est quand même très liée à la culture 18e, 19e siècle, scientifique et tout. Mais ce n'est pas une absolue évidence. Voilà. Dans d'autres cultures, c'est géré autrement. Donc, peut-être que la manière dont l'Occident a géré le deuil était un moment temporaire entre une culture des fantômes et des revenants d'un côté qu'on a abandonné et une culture de la réalité virtuelle d'un autre côté qui est en train de se développer. Bon, j'espère que vous ne vous demandez pas ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui. L'éthique est au cœur de votre construction intellectuelle. L'Académie des technologies a une charte. Quels sont ces 5 principes? Voilà, c'est ça, merci. Alors en 2013, j'ai fondé l'Institut pour l'étude des relations de robots, j'ai donné une charte. Alors il y a quoi? Il y a 5 principes et on peut même en ajouter un 6e, évidemment. C'est pas limitatif. Donc moi, ce qui m'a paru important, et j'étais quand même un peu gêné qu'on en parle si peu aujourd'hui, c'est que si on veut fonder une éthique, il faut la fonder sur des valeurs.
Donc il faudrait que les gens disent voilà les valeurs qui sont importantes. Alors 3-4 fois, il y a des gens qui ont dit droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Bon, ben, droit de l'homme, c'est une définition qu'il faudrait quand même mieux préciser pour la garder à l'esprit. Alors moi, j'ai pensé des choses autrement. Je les ai pensées, puisqu'on est en France, sur les valeurs que tout le monde peut voir partout. Les enfants, ils vont à l'école, quand ils apprennent à lire, liberté, égalité, fraternité, quand même. Voilà. Ça, quand même, en France, c'est des valeurs sur lesquelles on devrait appuyer une politique publique. Alors, si on essaye de s'appuyer là-dessus, alors d'abord, avant même liberté, égalité, fraternité, il y a dignité. C'est moi ce qui m'importe, ça a été évoqué, le mot a été prononcé, c'est l'idée que jamais on doit être soumis à la tentation de confondre une machine et un humain. Et ça ne va pas de soi, parce que déjà, vous pouvez téléphoner à votre banque et vous aurez un robot très bien fabriqué, enfin très bien programmé, qui est capable de vous répondre comme un humain, et même après le match France-Portugal, un robot qui est même capable, si vous êtes en France ou au Portugal, de vous faire quelques commentaires chauvins, voilà, et vous aurez vraiment l'impression d'avoir un humain au téléphone. Donc c'est très préoccupant, parce que si on ne connaît pas la différence, si on ne sait pas déjà, avec les machines parlantes, si on a affaire à un humain ou un robot, on ouvre la voie à avoir un jour affaire à des caissières de supermarché ou des hôtesses d'accueil dont on ne saura pas si ce sont des humains ou des robots. Il n'y a que les petits-enfants qui se risqueront à aller les pincer ou leur tirer la robe pour voir si c'est des humains ou des robots. Mais les adultes feront comme si c'était des humains. Et ce qui est embêtant, parce que si on s'habitue à traiter les robots comme des humains, très vite, on va traiter les humains comme des robots. Donc déjà, la dignité, c'est absolument fondamental. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Ensuite, liberté, égalité, fraternité. Bon, ben, la liberté, c'est la liberté d'éteindre les machines. Ça ne va pas de soi. Aujourd'hui, il y a des enceintes connectées qui se mettent en route, hein, comme vous savez, avec un petit bip, avec une petite lumière. On ne s'en aperçoit pas. Et il y en a même qui capturent les données alors qu'on croit qu'elles sont en sommeil. Vous savez sans doute que votre téléphone mobile en mode avion continue à vous tracer. Là, j'ai découvert ça récemment. Vous savez sans doute que Facebook, pendant longtemps, a utilisé des algorithmes qui restaient présents dans tous vos usages personnels, alors que vous n'étiez plus sur Facebook. Donc, vraiment, la liberté d'éteindre la machine quand on le désire. Alors, l'égalité, c'est l'égalité de tous face aux technologies innovantes. Et ça, on a vu combien le Covid a été un révélateur formidable d'inégalité, hein, des familles dans lesquelles il y avait un smartphone en tout et pour tout, pour seul appareil technologique, et des enfants qui ne pouvaient pas rendre leurs devoirs en temps et en heure parce que ce n'était pas gérable sur un téléphone mobile, du père en général. Donc liberté, égalité, puis fraternité, c'est l'idée que c'est très important que les robots nous permettent de nouer des relations humaines, des relations de fraternité possibles, et qu'ils ne remplacent jamais l'humain. Alors ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'idée de nombreux robots domestiques, c'est d'accompagner les personnes seules dans leurs activités préférées. Vous aimez jouer aux échecs, mais on va faire une partie ensemble. Vous aimez la musique, je vais vous mettre le morceau de musique que vous aimez. Vous aimez quand vous lisez certains romans, je vais vous les lire. Ça, c'est le robot qui se substitue à un humain. Mais il y a un autre modèle possible de la robotique, c'est le robot qui dirait à une personne « Ah ben tiens, tu aimes jouer aux échecs, mais justement, pas loin d'ici, 3 maisons à côté, il y a quelqu'un qui est comme toi, tout seul, qui a envie de jouer aux échecs. Vous pourriez vous retrouver. » Voilà des robots, puisque les robots vont être connectés à nos bases de données et tout savoir beaucoup de choses sur nous, autant qu'ils le mettent à profit pour favoriser les liens entre les personnes. Donc ça, on milite beaucoup pour des robots qui favorisent les liens entre les personnes. Puis la dernière chose, après la dignité, liberté, égalité, fraternité, on l'a évoqué, l'intelligibilité des algorithmes. C'est-à-dire qu'on a évoqué les dark patterns. Voilà, si vous voulez, aujourd'hui, quand on voit la quantité d'algorithmes présents dans les jeux vidéo en réseau, dits free-to-play, c'est-à-dire gratuit à l'usage, mais la quantité d'algorithmes qui font que les joueurs sont toujours invités à rester plus longtemps, à donner plus de données personnelles et à payer plus d'argent, c'est effarant. Il y a le FOMO, il y a les lootbox, c'est effarant, il y en a 6 ou 7 comme ça. Donc seuls les utilisateurs qui ont connaissance de ces algorithmes peuvent apprendre à s'en protéger. Puis je vous disais 5 plus 1, le plus 1, c'est les objectifs de développement durable, bien sûr, qu'il faut absolument intégrer dans cette logique-là. Vous êtes également le père des balises 3, oui. 6, 9, 12, un repère pour apprivoiser les écrans selon l'âge des enfants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette règle, s'il vous plaît? Oui, alors en 2006,
j'ai lancé une pétition contre les chaînes de télé pour bébés en disant pas de télé avant 3 ans. Voilà. Puis alors après, d'autres technologies se sont développées. On n'a dit pas d'écran avant 3 ans. En fait, c'est plus compliqué parce que technologie interactive et la télé, c'est pas pareil. Bon, mais du coup, quand même, l'idée qu'avant 3 ans, les outils numériques, sauf dans des circonstances très particulières, en usage accompagné, en co-immersion pour des périodes courtes, les outils numériques, c'est pas pour les enfants de moins de 3 ans. Voilà, 3-6, c'est l'idée que l'enfant va développer des activités d'écran, plutôt 1 heure, 1 heure et demie, pas beaucoup plus. Et les écrans à cet âge-là, c'est surtout à titre distractif, éventuellement distractif intelligent, des séries animalières. Puis à partir de 6 ans, des activités de création, voilà, puis accompagner l'enfant, découverte d'Internet, parler des pièges d'Internet, la pornographie, l'information continue, le modèle économique, la captation de l'attention, voilà. Et puis de rester vigilant, puisque vous savez que le propre d'un ado, c'est de faire comme s'il n'avait pas besoin de ses parents, mais qu'en fait, il est très, très, très rassuré quand ses parents sont derrière lui, même s'il passe son temps à dire « arrêtez de me coller ». C'est le problème, le paradoxe de l'adolescence, qu'il faut toujours réexpliquer, parce qu'on se fait tous piéger là-dedans. Vous êtes attentif à un ado, il dit « lâche-moi les baskets ». Vous êtes indifférent à un ado, et il a l'impression d'être abandonné. Donc des deux, il vaut mieux qu'il vous dise « lâche-moi les baskets » et qu'il n'ait pas l'impression d'être abandonné. Et donc cette idée des valises 3692, je l'ai repris par rapport aux outils numériques et notamment par rapport aux enceintes connectées. C'est assez simple, c'est avant 3 ans, éviter les outils numériques, on reste dans la même logique. Entre 3 et 6, éviter les enceintes connectées quand même, parce que pour un enfant, la parole qui sort de l'enceinte connectée et la parole prononcée par les parents, elle a le même statut. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, je n'ai pas le temps de les développer, mais sur l'attitude des enfants avec les animaux, les objets animés et les humains. Alors, les enfants, ils sont comme les humains, c'est-à-dire qu'ils prêtent aux objets animés des intentions humaines, aux animaux des intentions humaines. Ils ne sont pas idiots non plus, c'est-à-dire qu'ils prêtent moins d'intentions morales, mais ils sont quand même prêts à faire confiance aux propos d'une machine si elle va dans leur sens. Et donc, du coup, vous voyez, il y a des conflits éducatifs, parce que la machine, elle est aussi programmée pour recevoir les confidences de l'enfant. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire de ces confidences? On se demande bien. Voilà, donc entre 3 et 6, éviter les enceintes connectées. Entre 6 et 9, éviter les robots conversationnels, c'est quand même des machines à enfermer dans des bulles. Vous savez qu'un robot conversationnel comme Siri, il vous pose plein de questions pour fabriquer un double de vous-même, et après, c'est ce double de vous-même qu'il vous propose comme interlocuteur. Donc évidemment, on est bien, c'est ce compagnon imaginaire. Dis donc, il est d'accord avec moi. Ben oui, mais entre 6 et 9, il faut prendre le risque de la relation, il faut aller vers les copains, il faut se confronter à leur avis divergent. Donc c'est vraiment pas l'âge d'avoir une machine comme ça. Bon, et puis au-delà, après 6, 9, 12, voilà, au-delà quand même, éviter ce qu'on appelle... non pas les robots conversationnels, mais les robots virtuels, c'est-à-dire que non seulement vous avez une voix, mais aussi vous avez un visage sur l'écran, et c'est quand même aussi quelque chose d'extrêmement captatif. Il y a eu des études qui ont montré d'ailleurs que le pouvoir de suggestion d'une intelligence artificielle comme celle d'un Heur sur un petit boîtier ou une enceinte connectée est très inférieur au pouvoir de suggestion d'un robot virtuel, c'est-à-dire l'image d'un visage sur un écran qui parle. Et ce pouvoir est également très inférieur à celui d'un robot physique qui vous proposerait des exercices de gymnastique ou d'un régime alimentaire. Donc vous voyez, quand on passe de l'enceinte connectée au robot virtuel, sur visage sur un écran, qu'on va voir arriver d'ici la fin de l'année, probablement au début de l'année prochaine, et qu'ensuite, quand on passe au robot physique, le pouvoir de suggestion augmente sans arrêt. Vous avez peut-être entendu parler d'un paradigme qui s'appelle CASA, Computers as Social Actors. Actuellement, on y ajoute un P pour persuasive, c'est-à-dire c'est Computers as Persuasive and Social Actors, c'est-à-dire un pouvoir de persuasion extrêmement fort de ces machines, sur lesquelles, évidemment, il va falloir informer le public, etc. Informer les enfants, mais également les parents. Informer les parents, oui, alors vous avez raison, parce que quand on parle des problèmes des technologies numériques, souvent on met les enfants en avant, les personnes fragiles, les vieux. Faut quand même savoir que des études aujourd'hui mettent beaucoup l'accent sur ce qu'on appelle la technoférence. La technoférence, c'est le fait que plus des adultes utilisent leur téléphone mobile, plus leurs enfants, notamment petits, sont insécurisés. Et on voit des troubles du développement graves aujourd'hui. Alors, il n'y a pas d'études en France, beaucoup d'études aux États-Unis paraissent. On voit des troubles du développement graves chez des jeunes enfants
que leurs parents ne mettent pas forcément dans la télévision, comme on pourrait croire. Leurs parents les laissent dans la chambre, leur achètent des jouets, mais dès que les parents interagissent avec leurs tout petits, eh bien, ils utilisent en même temps leur smartphone. Ce qui fait que leurs mimiques sont beaucoup plus pauvres, puisque leur attention est partagée, leurs propos sont beaucoup plus brefs, leurs phrases sont plus courtes. Et ça a pour conséquence que l'enfant se sent abandonné, se sent non écouté, non compris, a l'impression de n'exister que pour 50%, voire pour 30%, et ça donne des troubles du développement aussi graves que chez les enfants qui sont laissés des heures et des heures devant la télévision. Avec en plus, paraît-il, d'après les études américaines, une recrudescence très inquiétante, enfin pas une recrudescence, une augmentation très importante des accidents dans les jardins publics, parce que les accompagnateurs sont sur leur smartphone et ne sont pas attentifs aux pirouettes que font les jeunes enfants qui veulent évidemment étonner leur accompagnateur. Comme leur accompagnateur est occupé ailleurs, eh ben, le jeune enfant prend de plus en plus de risques, c'est ce qu'il a un accident. Donc si on veut fabriquer, si on veut permettre la promotion d'une jeunesse qui se sente reconnue, responsable et capable de prendre son destin en main, il faut que les adultes arrêtent leur téléphone mobile aussitôt qu'ils interagissent avec un enfant. Quel que soit son âge d'ailleurs, puisque des enquêtes chez des enfants de 8-9 ans ont montré que leur malaise numéro 1, c'est de dire « mes parents sont toujours sur leur smartphone ». Ça vient en première position dans les enquêtes sur les 8-9 ans. Parmi les adultes, il y a les législateurs. Selon vous, le législateur doit plus se saisir de la question de l'éthique et urgemment ? Oui, alors tout à fait. C'est vrai qu'on a balayé beaucoup de questions. Et je pense que c'est bien quand même de préciser qu'on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un volet éducatif. Moi, je viens de parler d'éducation. Il faut que l'école donne beaucoup plus d'importance à la compréhension des algorithmes, des pièges d'Internet, de la programmation. Bon, donc un effort éducatif. Il faut qu'il y ait un effort du point de vue de la technologie, des robots qui favorisent la création des liens et pas des robots qui remplacent les humains. Mais il faut absolument qu'il y ait une volonté de législation qui vienne du politique. Parce qu'il n'est pas possible que le politique abandonne, par exemple, abandonne des secteurs entiers de la population qui pourraient bénéficier de vertus de l'intelligence artificielle, mais qui ne bénéficient pas. Je prends un exemple. Le distributeur automatique de billets, c'est une machine quand même extraordinairement simple. C'est les balbutiements de l'intelligence artificielle. Eh bien, il y a des villes, des bourgs, dans lesquels non seulement il n'y a pas de banque, mais il n'y a pas de distributeur automatique de billets. Donc, il y a des gens qui se sentent complètement abandonnés. On ne les a pas assez évoqués ici quand même. Je veux dire, s'il n'y aurait pas eu les gilets jaunes, s'il n'y avait pas des territoires en France qui sont complètement vides de tout service. Et donc, du coup, l'intelligence artificielle, c'est important qu'elle remédie, pour ce qui est possible, à des difficultés rencontrées par ces populations. Évidemment, la présence humaine, c'est encore mieux, mais à défaut qu'elle ne soit pas non plus privée des vertus de l'intelligence artificielle, parce qu'elle n'est pas rentable pour les fabricants ou pour les fournisseurs de services, les banques, mais que l'État doit imposer que les services publics soient présents partout, soit sous une forme, soit sous une autre. Serge Tisseron, on va terminer votre intervention par quelques questions qui nous ont été envoyées. Alors, que pensez-vous de notre tendance récente à conserver toutes nos photos et tous nos messages ? Est-ce qu'il faut se fixer des limites ? Alors, vous savez, la question de se fixer des limites, c'est de savoir en vertu de quelles règles. Voilà. En vertu de quelles règles. Alors, à partir du moment où vous pouvez vous payer une extension quasiment infinie dans le cloud, pourquoi ne pas y mettre tous vos photos et tous vos messages, sachant que ça n'est pas absolument sécurisé. Une fois, d'ailleurs, je m'étais un peu scandalisé du fait que des actrices qui avaient mis des photos dans le cloud étaient scandalisées qu'elles aient été piratées. Tout le monde sait bien que rien n'est sécurisé sur Internet. Donc, si vous voulez avoir des photos intimes, gardez-les en version papier chez vous, mais mettez-les pas ni sur le cloud ni sur Internet. Voilà. Rien n'est jamais bien sécurisé. Alors, si vous voulez, toutes vos photos et tous vos messages, mais de toute façon, bon, moi j'avais un père qui faisait des diapos. Il passait son temps à faire des diapos. 20 ans après sa mort, j'ai été chercher ces diapos. Elles étaient toutes jaunes. Voilà. Donc, si vous voulez, la thésaurisation,
c'est bien de son vivant, mais il ne faut pas croire que ces choses seront accessibles forcément à la génération d'après, parce que les supports changent, parce qu'il y a du hacking, on l'a dit, des serveurs tombent en panne et tout ce qui est dedans est annulé régulièrement. Il y a vous savez, les sites internet sont mémorisés, je ne sais pas, non seulement tous les jours, des fois toutes les heures quand ils sont importants, parce que tout peut toujours s'effacer. Donc, si vous avez envie de tout garder, oui, mais sachez que ce n'est pas parce que vous voulez tout garder que vous garderez tout. Voilà. Donc, préparez-vous à perdre. Voilà. Donc, après, le mieux quand même, je pense, c'est que pour les photos, c'est des photos familiales, montrez-les aux gens avec qui vous les avez faites et décidez chaque fois qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. Et c'est une bonne manière aussi d'éduquer les enfants au droit à l'image, au droit à l'intimité. Voilà, c'est une bonne manière d'utiliser cette nouvelle tendance à photographier plein de choses, l'intégrer dans un processus éducatif. Croyez-vous à une décroissance technologique? Je ne vois pas d'où viendrait une décroissance technologique. Je pense que le mot a été prononcé, mais à mon avis, il n'est pas bon, le mot de sobriété. J'y préfère le mot de frugalité. La sobriété, c'est de se priver de quelque chose. Voilà, soyez sobre, un verre ça va, 2 verres, bonjour les dégâts. Bon, moi, ça ne me plaît pas trop. Je me mets dans des conditions où je peux en boire 3 si j'en ai envie. Voilà. Mais la frugalité, c'est autre chose. La frugalité, c'est essayer de tirer le maximum du peu qu'on a ou du peu qu'on se donne, ce qui est très différent. Et donc, je ne crois pas, non, à une décroissance technologique. Je pense que la logique humaine, c'est de partir toujours, de lancer toujours l'imagination plus loin pour fabriquer toujours de nouvelles technologies. En revanche, je crois beaucoup à la frugalité, c'est-à-dire apprendre à mieux comprendre qu'est-ce qui est indispensable dans ces innovations technologiques et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a des innovations technologiques qui n'ont pas forcément à être popularisées, à être développées. Alors, si les gens en veulent, ils en veulent, mais ce qu'il faut, c'est adopter une logique de frugalité, c'est-à-dire apprendre à mieux utiliser tout ce que nous avons déjà, en termes d'électroménager, par exemple, et pas vouloir absolument enrichir toujours d'objets technologiques nouveaux. C'est vraiment le consommateur de ce point de vue-là qui est roi. Et comme vous savez, une technologie qui n'est pas achetée est une technologie qui disparaît. Elle ne disparaît pas des laboratoires, mais elle disparaît du marché. Donc c'est à nous de savoir les technologies qu'on veut ou pas. Ça, je dis toujours les robots, les premiers modèles de robots qui sont très gratifiants, très flatteurs, voilà, qui rentrent dans une logique de flatterie permanente pour satisfaire l'acheteur. Bon, ben, il vaut mieux les boycotter, voilà, et puis attendre d'autres technologies de robotique qui favorisent plus les liens entre les gens. C'est le consommateur qui a le dernier mot. Donc voilà, alors je dirais, ce sera mon dernier mot si vous voulez bien, c'est le consommateur qui a le dernier mot. Donc par des choix de consommation éthiques, on favorise forcément une orientation éthique de la recherche. Merci beaucoup Serge Tisserand d'être venu à ces Assises nationales éthique et technologie du futur. Merci beaucoup. Merci Rose-Marie. Voilà, cette première édition prend fin. Merci bien sûr à toutes les équipes de Ouest France et de Laval Virtual d'avoir organisé cet événement que nous devrions retrouver pour une deuxième édition l'an prochain. Sachez que demain commence un autre événement, c'est le salon Laval Virtual Europe, ici, à l'espace Mayenne, qui nous a fait le plaisir de nous accueillir. Encore merci aux partenaires, merci à toutes les équipes d'Espace Mayenne, merci également à toute l'équipe de techniciens qui ont utilisé pour la première fois cet outil magnifique. Et qui est amené évidemment à accueillir de nombreux autres événements si évidemment la crise passe et décide de passer. Bonne soirée à tous, bon retour et merci à tous de votre présence. Merci.